Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate IFRI TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme Nord-Amérique à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, nous sommes à 3 semaines du jour de l'élection américaine, le mardi 5 novembre. On parle bien sûr de ces élections dans les médias français, comment pourrait-on en faire autrement? Mais je ne suis pas sûr qu'on comprenne exactement ce qu'il risque de se passer si Trump est réélu. Je veux parler non seulement de l'état de délire dans lequel il se trouve, mais aussi des conséquences qu'aurait sa réélection pour la stabilité du monde. Franchement, on peut craindre le chaos. Je voudrais qu'on revienne avec vous sur le détail de ce qui risquerait de se passer dans le monde si Trump est effectivement réélu. Ces dernières semaines, il tient de manière croissante 2 types de propos. Soit des propos complètement étranges, presque séniles, soit des propos dangereux. Un exemple du premier, lundi 14 octobre, il a interrompu le Town Hall Meeting, la réunion publique dans laquelle il se trouvait, 30 minutes avant la fin. Après quoi, il s'est contenté d'onduler sur la scène avec sa bande-son de manière totalement étrange. Moi, j'ai vu les vidéos sur les réseaux sociaux, c'est plus qu'étrange, c'est complètement surréaliste. Il dit, il y en a marre des questions, on arrête les questions, ça n'intéresse plus personne. Maintenant, on va passer de la musique et pendant 30 minutes, effectivement, il fait une sorte de bossa nova, comme peut le faire un homme de son âge, sur une musique, c'est complètement dingue. Un exemple du second type de dérive, les propos dangereux. Écoutez. I think the bigger problem is the enemy from within, not even the people that have come in and destroying our country. By the way, totally destroying our country. The towns, the villages, they're being inundated. But I don't think they're the problem in terms of election day. I think the bigger problem are the people from within. We have some very bad people. We have some sick people, radical left lunatics. And I think they're and it should be very easily handled by, if necessary, by National Guard, or if really necessary, by the military. Là, il évoque la possibilité de lâcher la police et l'armée contre l'ennemi de l'intérieur. Il précise qu'il ne s'agit pas des immigrés, bien qu'ils détruisent les villes, etc., mais qu'il veut parler de l'opposition politique et notamment, je cite, des lunatiques de gauche. Mais malgré tout ça, et les exemples de délire ou de dérapage cognitif sont nombreux et Trump peut gagner ? Mais oui, parce que comme toujours depuis 2016, ces dérapages n'ont aucun impact sur le soutien de sa base. Et pendant ce temps-là, côté démocrate, on voit que l'élan que Kamala Harris avait insufflé cet été a disparu. Et donc, aujourd'hui, mi-octobre, à 3 semaines des élections, l'électorat est complètement bloqué avec 49% qui disent vouloir voter pour la démocrate et 46% qui disent vouloir voter pour Donald Trump. Oui, et on rappelle ce qu'on rappelle toujours depuis qu'on parle de ces élections américaines, que ces 3 points de différence en faveur de la démocrate ne garantissent absolument pas sa victoire parce que le système des grands électeurs fait qu'il faut beaucoup plus. Hillary Clinton avait eu 3 millions de voix de plus en perdant contre Trump. Il faut beaucoup plus de voix à la candidate démocrate et que ces 3 points sont juste ce qu'il lui faudrait pour commencer à accéder à une victoire. Mais ça ne les garantit pas du tout. Bon, mais alors face à ça, qu'est-ce que font les démocrates ? Ils restent les mains dans les poches ? Non, pas du tout. Dans ces dernières semaines, ce qui était sans doute prévu depuis des mois, ils sortent les grosses pointures. On a donc vu Obama et Bill Clinton venir, par exemple, parler aux jeunes hommes noirs en Géorgie pour faire en sorte qu'ils votent pour Kamala Harris. Je prédis qu'ils vont sortir Michelle Obama dans les semaines qui restent, éventuellement Taylor Swift, mais là-dessus, je n'ai pas d'infos. Bon, on verra bien si tout ça suffit, mais entrons dans le vif du sujet. Que donnerait véritablement une élection de Trump ? En politique intérieure, je me souviens que vous aviez dit qu'il avait rejeté le programme très extrême préparé pour lui sous le nom de projet 2025. Oui, c'est toute la question de savoir ce qui est de plus dangereux. Un président qui agirait sur la base d'un projet extrêmement professionnel, extrêmement sérieux, le projet 2025, ou un président qui resterait totalement délirant et imprévisible, donc le Trump que nous connaissons, qui, je vous le signale au passage, a déjà annoncé à plusieurs reprises vouloir se venger sur ses ennemis politiques. Il employait le terme de « retribution ». Dans tous les cas, on peut penser qu'un Trump élu reviendrait au projet 2025, ne serait-ce que pour utiliser toute la base de données de personnes que le projet 2025 a identifiées ces derniers mois, pour les nommer dans l'administration. Vous savez qu'il veut faire une purge de toutes les personnes qui ne sont pas sur sa ligne pour les remplacer par des gens MAGA compatibles, entre guillemets. Eh bien, ces gens, ils sont déjà identifiés par le projet 2025.
Il y a une chose qui me semble encore plus grave et dont on ne parle pas assez, c'est un arrêt de la Cour suprême qui a été annoncé le 1er juillet 2024, 1er juillet dernier, qui s'appelle Trump versus United States. Cette décision établit que un président ne peut pas être poursuivi pour la plupart des actions criminelles qu'il aurait accomplies pendant sa présidence. En gros, c'est une décision qui donne une définition hyper large de l'immunité présidentielle. Je ne sais pas si vous imaginez ce que Trump pourrait faire avec une telle protection juridique dans un second mandat. Ouais, une get out of jail card éternelle pour Trump, ça fait frémir effectivement. Mais puisqu'on en est à frémir, parlons du reste du monde. Est-ce qu'on peut pas penser que un Trump lâché serait peut-être encore plus une catastrophe sur la scène internationale qu'il ne le serait sur son propre territoire? Les dirigeants autocrates vont se sentir les mains libres et un allié de puissance. Mais oui, parce que les paroles et l'attitude du président des États-Unis comptent. Elles ont un impact sur la conduite des dirigeants dans le reste du monde, c'est absolument certain. Et il n'y aurait pas d'adultes dans la pièce qui pourraient un petit peu tenir les rênes courtes à Trump ? Comme pendant son premier mandat, eh bien, je ne crois pas, parce que le courant des diplomates traditionnels faucons, ceux qui sont prêts à intervenir à l'étranger pour défendre la démocratie, eh bien, ceux-là, qui existent toujours dans le Parti républicain, seraient absolument écartés dans une seconde administration Trump. Donc il n'y aurait plus aucun frein à la vision de nationalistes de repli, la tradition jacksonienne, comme vous nous l'avez appris, de Trump ? Non, il n'y en aurait plus, et donc le risque d'aggravation des instabilités est vraiment présent. Mais attention, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même préciser qu'une politique étrangère Harris, si c'est la démocrate qui gagne, serait quand même sur une ligne un petit peu similaire à celle de Trump, alors certes dans une vision beaucoup moins brutale, sur la plupart des sujets. Alors prenez-les un à un, les sujets, s'il vous plaît. D'accord, on va commencer par la Chine. Aujourd'hui, l'hostilité à Pékin, c'est un sujet vraiment totalement bipartisan à Washington, peut-être le sujet le plus bipartisan entre les démocrates et les républicains. Et si on parle de Taïwan et de la possible invasion par la Chine de cette île, des deux côtés, on a le respect du principe d'ambiguïté stratégique. Alors, c'est un principe qui a été posé en 1979, lorsque les États-Unis ont reconnu la Chine continentale. C'est l'idée que les Américains reconnaissent le principe d'appartenance de Taïwan à la Chine, ça c'est pour faire plaisir à Pékin, mais que en même temps, ils envoient des armements, ils font des formations militaires aux Taïwanais. Donc c'est une ambiguïté qui permet de garder une sorte de stabilité dans la région, en tout cas jusqu'à présent. Et là, aussi bien Trump que Harris resteraient sur cette ligne. L'éléphant dans la pièce, c'est quand même à l'heure actuelle le Moyen-Orient. Est-ce que Trump et Harris, c'est kiff-kiff dans la région ? Alors, ce qui est vrai, c'est que des deux côtés, Harris comme Trump, l'alliance entre les États-Unis et Israël est absolument intangible. Donc là, oui, c'est complètement la même ligne. Il y a une différence, c'est que Kamala Harris est très gênée par son électorat sur ce dossier, parce que, comme vous le savez, les démocrates modérés sont très favorables au soutien à Israël, tandis que la gauche du Parti démocrate, on l'a vu au printemps dernier sur les campus, est devenue extrêmement pro-palestinienne. Donc si elle est élue, qu'est-ce que ça donne ? Je pense qu'elle continuerait à effectuer des livraisons d'armes à Israël en posant des conditions humanitaires au gouvernement de Netanyahou qui probablement continuerait à ne pas les respecter, ce qui s'est passé cette dernière année. Trump, de son côté, est en soutien total à Israël, au Likoud en réalité, ce qui est totalement raccord avec son électorat évangélique pro-sioniste. Et en même temps, là aussi, il y a une complexité, c'est que Trump, aujourd'hui, c'est sans doute le seul dirigeant étranger capable de parler très durement à Benyamin Netanyahou. Les deux hommes ne s'entendent pas très bien et on peut penser que Netanyahou ne pourrait pas continuer à se foutre des États-Unis comme il le fait avec Biden. Et l'Iran dans tout ça ? Eh bien, la possibilité d'un affrontement direct entre Iran et Israël, dont on parle énormément ces jours-ci, ça pourrait être en fin de compte la October Surprise, la surprise d'octobre de cette campagne américaine. Et cette dégradation décisive de la situation internationale, je pense qu'elle bénéficierait plutôt à Trump qu'à Kamala Harris. Pourquoi ? Parce que Kamala Harris ne saurait pas sur quel pied danser entre ces deux parties de son électorat que je viens de décrire, tandis que Trump, lui, il serait droit dans ses bottes dans le soutien à Israël, avec en plus cette image de dirigeant viril et brutal qu'il se donne.
Pour ce qui nous concerne directement, nous maintenant, la relation transatlantique, la défense de l'Ukraine, là aussi vous dites que les deux feraient la même politique ? Si on regarde tous les sujets d'intérêt dans cette campagne pour les Américains, il y en a deux dans lesquels la différence est vraiment totale entre Trump et les démocrates. Le premier, c'est l'environnement, et le second, c'est la relation avec la Russie et derrière avec l'Europe. Trump, c'est clair, déteste absolument l'Union européenne. We've been screwed by the European Union. Oh, European Union, it sounds so nice. The villages of the European Union, right? They are brutal. When you add up all of those countries, they're about the same size as us. They're a little bit smaller. And the European Union takes advantage of us unbelievably. Qu'est-ce qui justifie cette détestation ? Je pense qu'il y a sans doute un élément de vexation chez Trump devant un mépris perçu de la part des dirigeants européens, mais la vraie raison derrière, c'est aussi et surtout l'incompréhension totale de Trump, qui est un nationaliste, vis-à-vis du projet de construction européenne, qui est un projet supranational qui, pour Trump, est une abomination. Et alors, qu'est-ce que ça va donner concrètement ? Ce qu'on a vu depuis des mois, le sujet sur lequel Trump n'a jamais changé d'avis, c'est l'arrêt immédiat du soutien américain à l'Ukraine s'il est élu. Alors, c'est sûr que même les dirigeants démocrates commencent à laisser entendre que la guerre de position en Ukraine, ça va pas pouvoir continuer comme ça indéfiniment, qu'il va falloir trouver une solution. Il y a aussi ceux qui pensent que l'administration Biden n'a jamais assez aidé les Ukrainiens, qu'en fait on leur a gardé la tête hors de l'eau, mais qu'on leur a pas assez envoyé d'armement pour qu'ils puissent véritablement vaincre la Russie. Mais par rapport à ces positions, Trump, lui, il a vraiment annoncé cet arrêt très brutal du soutien américain, je l'ai dit, et puis l'ouverture de négociations entre Moscou et Kiev, des négociations qui se feraient évidemment au détriment de Kiev. Oui, des négociations qui devraient se passer en 24 heures, si je me souviens bien de ce qu'avait annoncé Trump. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, face à ça, en tant qu'Européens ? Notre position est difficile, d'autant plus que Trump a des alliés dans la place. Viktor Orban, qui est le Premier ministre de la Hongrie qui tient la présidence de l'Union jusqu'au 31 décembre, il est aligné sur la position trumpiste. La semaine dernière, c'était le 8 octobre, lors d'une conférence de presse à Strasbourg, Viktor Orban a déclaré que si Trump était élu, il ouvrirait plein de bouteilles de champagne. Bon, ceci dit, tout le monde dans l'Union européenne essaye de contrer Viktor Orban et à partir de janvier 2025, ce sera la Pologne qui tiendra la présidence de l'Union. Évidemment, la Pologne a une position extrêmement différente de celle de la Hongrie vis-à-vis de Moscou. Mais plus largement, en effet, il faut que l'Union européenne se prenne en main, comme elle a su le faire depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Et donc, pour conclure ce podcast, Romain, j'appelle à une veillée d'armes à Bruxelles pour se préparer à l'élection de Trump et aux conséquences que ça aura sur le soutien américain à l'Ukraine. Eh bien, c'est sur cet appel solennel qui restera comme celui du 16 octobre que je vous dis à la semaine prochaine, Laurence. Merci Romain, à la semaine prochaine. Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.